Nous voterons pour cette délibération sur le principe, mais nous avons des questions quant à la mise en œuvre. Alors, deux remarques tout d'abord. Nous nous réjouissons que la centrale hydroélectrique du chapitre soit utilisée pour fournir de l'énergie à des bâtiments communaux. Cela dit, cela ne constitue pas une augmentation globale de la production d'énergie renouvelable à Albi, puisqu'on passe de clients privés à des clients publics. Donc ça n'entraîne pas de baisse des émissions de CO2. Des questions également. La première, la ville aurait pu se porter acquéreur de la centrale lorsqu'elle a été vendue. Pour quelles raisons la ville a-t-elle choisi de ne pas préempter? Deuxième question, donc au vu de tous les documents fournis, donc nous voyons qu'il y a un producteur, c'est la centrale, donc la société SASU. Il y a un client, donc la mairie. Il y a ce qu'on appelle un agrégateur, la société Bor Énergie, c'est-à-dire l'intermédiaire entre des producteurs d'électricité et le marché de l'électricité. Donc il achète des productions à ses partenaires et les vend directement à des clients ou à la bourse de l'électricité. Or, il apparaît dans les documents en annexe que le propriétaire de la centrale, donc le producteur, est également membre de la société Bor Énergie, l'agrégateur. Les sièges sociaux de ces deux sociétés ont d'ailleurs la même adresse. Donc la question, c'est est-ce que cette absence de séparation entre le producteur et l'agrégateur est habituelle dans ce genre de dispositif? Troisième question. Dans le contrat en annexe, il est écrit, je cite, « Le producteur s'engage à fournir au consommateur tout ou partie de l'énergie électrique qu'il produit, conformément au coefficient de répartition déterminé par le collège de la personne morale organisatrice dédiée à cette opération. » Fin de citation. Donc la question, c'est pourquoi tout ou partie de l'énergie électrique et pourquoi pas toute l'énergie électrique. Il est écrit également un peu plus loin, dans le contrat, je cite, « Le producteur n'est tenu à aucun engagement de volume vis-à-vis du consommateur. Lorsque l'énergie produite est inférieure aux besoins des consommateurs de l'opération, il s'engage à fournir aux consommateurs entre 80 et 100% de l'énergie produite. » Fin de citation. Donc la question, c'est pourquoi aucun engagement de volume, en particulier en hiver, où les capacités de production de la centrale sont les plus importantes. Et puis la question qui va avec, c'est pourquoi il n'y a pas un engagement à fournir 100% lorsque l'énergie produite est inférieure aux besoins des consommateurs de l'opération. Voilà. Et enfin, la dernière question, et qui nous paraît aussi importante, c'est, vous l'avez dit, il y a un objectif écologique, mais il y a aussi un objectif économique. Donc la question, c'est quel est l'objectif d'économie qui a été chiffré, qui a été anticipé par la commune. Ça nous paraît aussi une information importante à donner, puisque ça a aussi des implications sur le contrat et sur les tarifs. Je vous remercie. En matière de bilan carbone, je pense que de toute façon, il est toujours bon de se donner la possibilité d'utiliser des énergies qui sont produites localement et dans des conditions totalement décarbonées, puisque ce sont des énergies hydrauliques. Donc je pense que la collectivité y est gagnante, et ce qui lui permet aussi de sécuriser un approvisionnement énergétique. Ensuite, les objectifs d'économie, bon, j'ai peut-être le terme d'objectif, ce que j'ai voulu démontrer en présentant la délibération, c'est que cette opération se faisait à des conditions économiques intéressantes pour la collectivité. Donc après, dans le contexte actuel, toutes les solutions qui vont nous permettre de limiter et de sécuriser les tarifs de l'énergie sont bonnes à prendre. L'histoire d'un contrat renouvelable 5 ans et une seule fois, ça c'est le législateur qui l'a mis en place. Donc on est obligé de rentrer dans le cadre du décret que j'ai cité au niveau de la délibération.
Merci pour vos réponses. Simplement pour avoir des réponses aux questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Donc, pour quelle raison Je vais la peut-être ville... essayer de répondre si vous me laissez la parole. Ah, mais je n'avais pas compris. Oui. Vous alliez répondre. Peut-être. Hein. Je redis. Pour quelle raison la ville a-t-elle choisi de ne pas préempter? Est-ce que l'absence de séparation entre le producteur et l'agrégateur est habituelle dans ce genre de dispositif? Troisième question, pourquoi le producteur s'engage à fournir tout ou partie de l'énergie électrique et pourquoi pas tout? Et enfin, pourquoi aucun engagement de volume? Ça nous paraît une question très importante. Merci. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas préempté? Parce que je ne crois pas que ce soit un métier de la collectivité de devoir être propriétaire de ce type d'infrastructure, de devoir avoir des agents qui l'entretiennent en permanence et que ça n'aurait très sincèrement rien changé au coût pour lequel nous allons pouvoir négocier les éléments. Deuxième point, est-ce que cette absence de séparation est habituelle? Je vais reformuler votre question. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce qu'on est en train de vous tromper? Est-ce qu'on est en train de frauder? Non, monsieur Tonicello, vous pouvez être rassuré. Tout est dans les règles et effectivement... je n'ai absolument pas dit ça. Alors c'est parfait. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'anguille sous roche. Tout est parfaitement juridiquement cadré, comme nos équipes ont l'habitude de le proposer d'une manière systématique. Pourquoi on n'achète pas tout? Mais parce que parfois on n'aura pas besoin de tout. Par exemple, je vais vous donner la situation des écoles. Madame Fortin, en plein été, les écoles ne sont pas ouvertes. On n'a pas besoin d'acheter de l'électricité pour éclairer ou chauffer des écoles qui, par principe, ne sont pas ouvertes. Donc, on va totalement adapter la consommation, les besoins que nous allons avoir et les acquisitions que nous ferons de l'énergie en fonction des besoins réels qui seront les nôtres au fur et à mesure, en fonction aussi de la capacité de production. L'objectif d'économie, il est d'à peu près 35 000 € pour la ville. Plusieurs réflexions. Premièrement, les résidences seniors se multiplient et pour certaines ont de nombreux logements vides. Une résidence supplémentaire est-elle vraiment une bonne idée? D'autant que pour la plupart de ces résidences, les loyers sont très élevés et donc rendent ces logements difficilement accessibles pour l'albigeois lambda. Deuxièmement, on voit que la ville poursuit un objectif d'accroissement de la population. Est-ce judicieux? Le bassin d'emploi peut-il accueillir ce surplus de population? Les infrastructures sont-elles suffisantes? Ne vaudrait-il pas mieux continuer d'améliorer les conditions de vie de la population actuelle? C'est une question. Concernant les résidences seniors, il ne nous appartient pas de choisir, c'est une propriété privée, c'est un promoteur qui s'engage. On peut l'encourager effectivement à faire attention au niveau des projets, on le fait régulièrement parce qu'au niveau de la ville, on demande dès qu'il y a un projet un peu d'importance, on reçoit systématiquement les promoteurs. Donc on leur explique un petit peu la situation de la ville. Donc à partir de là, si eux veulent s'engager, c'est leur sous, c'est pas les nôtres. On ne peut pas refuser effectivement une résidence senior si dans le projet il a prévu une résidence senior. Concernant les résidences seniors, on essaie de faire attention quand même en attirant le fait qu'il faut tous les tarifs. Et on a quand même tous les tarifs, on n'a pas le plus haut, on n'a pas le plus bas, mais effectivement, par rapport à ce qui est pour l'instant maintenant et ce qui va se voir dans le futur, oui, normalement, on peut penser que sur l'Albigeois, les résidences seniors, on couvrira bientôt tout le spectre, c'est-à-dire des plus petits prix d'entrée jusqu'aux plus élevés, parce qu'on a une grande attractivité. Et là, je réponds donc pour l'autre question, où effectivement le but, ce n'est pas un accroissement de la population. Le but, c'est d'essayer de densifier, puisque c'est important. Hein. Vous savez que par rapport à la Lausanne, on est obligé de densifier. On sait que les prix ne baissent très très peu, donc tous les projets qui sortent se vendent. Donc à partir de là, le but, c'est effectivement de garder une cohérence dans l'harmonie au niveau de la ville. Mais quand il y a des projets qui sortent, on a quand même des barrières, on fait attention, on a le permis de démolir, on a au niveau de la ville où on peut quand même au niveau des projets voir un peu ce qui sort. On essaye de faire attention à garder donc une certaine homogénéité, de préserver la brique, de préserver les tuiles. Donc avec ces échanges qui ont lieu en avant, donc on oriente. Et pour l'instant, on n'est pas dans une logique
donc effectivement de vouloir absolument se développer. Le problème, c'est qu'on a une grande attractivité au niveau de notre ville. Les gens sont sensibles au bien vivre ensemble. Les gens veulent investir. Donc à partir de là, il y a des projets qui sortent. Et nous, on est aussi obligés de respecter le code de l'urbanisme qui s'applique à tout le monde. Donc il y a des règles. Donc voilà, les échanges sont là. Pour l'instant, je pense que on a passé les 50 000. C'est la première fois qu'il était là. Il faut le prendre plutôt comme un témoignage du bien vivre ensemble et de la demande qu'il y a. Et on sait que si des logements ne sortent pas, les prix vont monter. Il va y avoir la rétention foncière. Et après, les jeunes auront de plus en plus de mal à s'installer, malgré tous les efforts qui sont faits au niveau de l'agglomération albigeoise, avec les prêts premières clés et tout, mais il faut du logement social. Et je conclurai en disant que cette année encore, nous sommes à plus de 20%, donc ce qu'impose au niveau de la loi, puisque nous sommes en secteur détendu, ça fait 2 années de suite, enfin même 3 années de suite, que nous sommes au-dessus de la barre. Ce n'est pas le cas de toutes les communes de l'agglomération albigeoise, mais pour Albi, oui, on est au-dessus de la barre, et donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, sachant qu'il y a aussi encore des projets, donc voilà. Le logement social, oui, on y fait attention, et au niveau de l'agglomération, on le finance énormément, hein, donc c'est à plus de 5 000 ou 10 000 euros par logement qui sort, alors que d'autres collectivités baissent leurs subventions au niveau de l'albigeois, mais là je dérape un peu donc, sur l'agglo, mais enfin, c'est l'autre casquette. Mais enfin voilà, donc par rapport au PLH qui a été adopté, vous verrez que sur le logement social, effectivement, tous les bailleurs sociaux sont contents de ce que fait l'agglomération albigeoise.